Anne-Françoise Vialon, bonjour. Merci d'être venue participer aux entretiens du Phénix à Saint-Chamond. Vous étiez enseignante, vous avez été aussi maire adjointe à la ville de Saint-Étienne, vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, si j'ai bonne mémoire, au handicap. J'étais pas vice-présidente. Vous n'êtes pas vice-présidente. Ni maire adjointe. Conseillère métropolitaine. Voilà. Et conseillère municipale déléguée. Voilà. Merci pour les précisions. J'avais en charge le handicap, mais j'avais aussi en charge tout ce qui était autour de la mémoire. Voilà, et on va en parler plus particulièrement parce que vous êtes bien engagé dans la vie associative, vous êtes aussi aux Amnistiers et à la commanderie de Saint-Étienne, et vous êtes présidente du Souvenir français. Déléguée départementale du Souvenir français. Donc, vraiment une pour la Loire, enseignante nous donne des précisions, c'est très bien. Alors le Souvenir français, je pense que beaucoup d'entre nous savent de quoi il s'agit. J'ouvre les guillemets, maintenir le souvenir de celles et ceux morts pour la France. Exact. Est-ce que vous dire que c'est pour maintenir une mémoire des anciens combattants, des gens de la résistance? Exactement. Et la mémoire sous toutes ses formes. Le souvenir, mais c'est aussi la mémoire de ce qu'ils ont fait, des actes qu'ils ont faits, de ce qu'ils ont laissé. Ça peut être aussi des nécropoles, ça peut être aussi des tombes. C'est la mémoire sous toutes ses formes et c'est la transmission sous toutes ses formes. Elle a été créée quand, l'association Souvenir français? En 1887 par François-Xavier Niesen, qui était un Alsacien d'origine. Il vivait à Paris. 1870, la guerre franco-prusse. La Prusse étant à l'Allemagne actuelle, à quelque chose près. Le traité de paix en 1871, pour la première fois, il y avait un alinéa qui stipulait que les parties belligérantes devaient entretenir les tombes des soldats morts sur leur territoire. Ça veut dire que les Français s'engageaient à s'occuper des corps et des tombes des soldats allemands tués et morts en France et qui n'avaient pas été récupérés par les familles. Et exactement la même chose pour les Prussiens, pour les corps des soldats morts, des soldats français morts chez eux. Et ça reste toujours d'actualité. Et puis il y a eu la Première Guerre mondiale. Alors après, il y a eu... et François-Xavier Niesen s'est beaucoup occupé de l'entretien des tombes à ce moment-là. Et c'est là où, à partir de 1887 et pourquoi pas 1871, c'est parce que la mémoire et les tombes étaient partagées à cette époque entre l'État et une association qui était d'obédience très catholique et près de l'Église. Or, il faut savoir qu'à partir d'une certaine époque, il y a eu quelques problèmes entre l'État et l'Église. Et c'est pour ça qu'en 1887, il a créé le Souvenir français. Voilà pourquoi il n'a pas été créé plus tôt. Et après, naturellement, il y a eu un essor assez intéressant jusqu'en 1914, date du début de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, une guerre naturellement, tranchée, décès, là aussi, et il y a eu des tombes qui étaient des tombes sur les tranchées, des tombes à l'arrière. Et c'est seulement vraiment qu'à partir de 1920 que les monuments aux morts sont vraiment arrivés pour cette première guerre, parce qu'il y en avait eu pour la guerre de Prusse aussi, des monuments aux morts. Après, il y a eu une Seconde Guerre mondiale. Oui. Et puis ensuite, il y a eu une guerre d'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie. Qui n'avait pas été tout de suite déclarée guerre. Voilà. Et on sait toujours les combats d'Algérie, de Maroc et de Tunisie. Voilà. Et oui, puis alors on est sur tous les fronts, mais maintenant l'entretien n'est plus sous la même forme parce que on ne crée plus de tombes, on entretient, parce qu'il y a une jurisprudence qui dit qu'un corps d'un soldat mort pour la France ne doit pas finir dans un ossuaire public. Donc à partir de là, eh bien, il faut trouver des solutions quand des tombes n'ont plus d'héritiers pour les entretenir. Les tombes de famille. Et donc, il faut aider les mairies à trouver des solutions pour y remédier. Ça peut être qu'elles les reprennent, ça peut être des tombes de regroupement, ça peut être des dépôts dans les nécropoles comme on a à Saint-Étienne, au Crèdroc. Il y a beaucoup de solutions, mais les mairies ne savent pas toujours quoi faire. Et nous devenons une association de conseil, je vais dire. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien juridique aussi. Bon, moi je l'étais déjà puisque j'avais été en charge des cimetières à Saint-Étienne, mais c'est vrai. Et puis on ne peut pas faire n'importe quoi avec une tombe, c'est un espace privé. Alors c'est pour ça qu'à la fin de chaque guerre, il y a des corps qui ont été repris par les familles et puis il y a des corps qui ont été laissés à la garde de l'État. Certains anonymes en plus. Oui, et donc ça, ce sont ce qu'on appelle les cimetières militaires, les vrais cimetières militaires qui dépendent de l'État, donc de l'ONAC.
Et puis après, il y a des corps qui ont été confiés des anciens combattants. Voilà, et victimes de guerre. Oui. Et après, il y a des corps qui ont été laissés aux communes. Donc on peut avoir dans un cimetière une partie militaire qui date, qui appartient à l'État et une qui appartient à la commune, comme à Montbrison, où il y a 75 tombes à quelque chose près. Les 3/4 appartiennent à l'État et le reste appartient à la commune de Montbrison. Alors en 2025, quelles sont les missions du Souvenir français? Alors je veux dire qu'il y en a 4. Les cérémonies mémorielles? Alors il y a commémorer. Oui. Mais alors ça peut être les commémorations nationales, 8 mai, 11 novembre en particulier. On y rajoute le 19 mars, le 5 novembre, et puis Indochine au mois de juin. Mais moi ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ce sont les commémorations territoriales, de territoires qui permettent de connaître l'histoire de sa région et d'ancrer la mémoire pour tout le monde dans sa région, d'en connaître un peu plus et d'y être attaché. Alors, dans notre région, nous en avons beaucoup, parce que nous avons été une terre de résistance. Nous avons des bois, nous avons des montagnes, les résistants et les maquisards ont pu se cacher. Suivant où on est, dans le Pilat, voilà, la stèle Tronel en particulier, où on va être le 6 juin cette année. Bientôt. Oui, c'est ça. Il peut y avoir aussi après la Versanne, autour de Pélussin, de Bourg-Argental. Et puis il peut y avoir aussi autour de Roanne, Arcon, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Donc il y en a beaucoup. Puis alors, je ne voudrais pas non plus oublier Estivareil. Oui, avec un musée. Très beau musée de la Résistance et du XXe siècle. Nous y étions ce mardi pour la journée de la Résistance. Oui. Et puis il y a aussi le col des Limites avec le monument Ange. C'était un réseau, on va dire, franco-britannique, et il y avait des parachutages des Britanniques qui donnaient aux maquisards du papier, des armes, etc. Et puis on en a beaucoup d'autres. Après, notre deuxième mission, c'est d'entretenir. Alors, on entretient donc, comme je vous l'ai expliqué, on a quelques tombes on les fleurit quand elles sont laissées à notre gouverne ou à notre... Il n'y a plus de descendants. Les mairies nous confient souvent la sauvegarde mémorielle. Donc, on fait attention qu'elle ne se détériore pas et on y appose une cocarde pour signaler aux futurs qui vont arriver que cette tombe abrite quelqu'un qui a donné sa vie pour la France. Après, nous avons transmettre. Oui. Alors, moi, j'y suis particulièrement attachée. Oui, c'est peut-être enseignante, voilà, oui. 43 ans. Donc, on voit maintenant, quand il y a des photos de commémoration, il y a beaucoup d'enfants. Alors, ça, c'est très bien. Les conseils municipaux de l'enfance. Voilà, exactement. Alors, moi, je suis très impliquée au niveau des conseils municipaux des jeunes et des enfants dans les villes et les petites communes, parce que nous avons même des actions très, très personnalisées pour ce genre de choses. Je suis très impliquée dans l'école de la mémoire, aussi bien à Saint-Étienne qu'à Roanne, où des classes parcourent des lieux de mémoire dans la ville et surtout travaillent pendant l'année sur une figure de la résistance. Alors nous avons, on a beaucoup Jeanne Silberberg, quand on est à Saint-Étienne, Violette Maurice, à Grand-Croix c'est la famille... j'ai oublié le nom, tant pis, je le retrouverai tout à l'heure. Et on a beaucoup de comme ça. Et puis moi, je suis aussi impliquée parfois avec le SNU, où on va leur parler, universel, où on va leur parler de la mémoire. On leur explique ce que c'est qu'un drapeau, qu'est-ce que c'est qu'un monument aux morts, etc. etc. Et ça, c'est notre mission la plus importante. Il y a même des classes de lycée qui vont une fois par an alors, il y a à Auschwitz, par exemple. Alors, je trouve que c'est un peu dommage d'aller à Auschwitz quand on n'est pas déjà allé au Struthof. Ouais. Pourquoi aller loin quand on peut déjà... Il y avait des camps aussi. Voilà, quand on peut déjà visiter en France. C'est une de nos ambitions. C'est que tout élève, à la sortie de sa scolarité, ait assisté au moins à une commémoration et ait visité au moins un lieu de mémoire. Ouais. Voilà. Alors, c'est vrai que les enfants, on les emmène souvent à Isieux, maison d'Isieux. Oui. Les collégiens vont souvent à Montluc. Et puis, il y en a qui partent un peu plus loin. Ça a été le cas du collège Pierre et Marie Curie, à qui j'avais aidé un petit peu. Ils sont allés... alors, eux, ils avaient fait panorama historique. Ils ont commencé par les tranchées. Après, ils ont continué par le Struthof.
et ils ont terminé par l'Europe, voilà, à Strasbourg. Donc ils avaient, mais bien sûr, on les aide aussi. Moi, je favorise surtout les voyages dans la région, parce que c'est d'abord par là qu'il faut commencer. Bien sûr. Voilà. Alors, on va parler des autres missions. Là, j'ai une 4e mission. Voilà, oui. C'est la transmission des drapeaux, c'est la 2e vie des drapeaux. C'est vrai que les associations d'anciens combattants n'ont parfois plus personne dans leur comité. Bien sûr. Ou non plus des bras pour porter leur drapeau. Il faut savoir que c'est très lourd un drapeau. Surtout quand il y a du vent ou quand il pleut. Donc à ce moment-là, ils ne sortent plus ces drapeaux et c'est fort dommage parce qu'un drapeau, c'est l'histoire de tout un régiment qui a donné sa vie, souvent sur des grands chantiers, des grands combats. Donc on ne met pas un drapeau n'importe où. Et nous essayons de les récupérer avant qu'ils finissent dans une déchetterie, ça arrive, aux enchères, ça arrive aussi, ou dans un placard d'une commune ou d'un particulier. Donc moi j'en ai remis déjà un au Collège des Champs il y a bientôt 3 ans. C'était celui de l'amicale des anciens de la 2e DB, section de Saint-Étienne. Très vieux drapeau naturellement, 2e DB. C'est un petit drapeau que j'ai remis au Collège des Champs en présence du président de la fondation Maréchal Leclerc, du général Cuge, du préfet, etc. Je pense en remettre un autre, j'en me suis même sûre, à Bourg-Argental, voilà, au collège privé de Bourg-Argental. On travaille pour en remettre un de Rhin et Danube, parce qu'il faut savoir que Rhin et Danube, quand ça a été dissous, le Souvenir français a récupéré tous les drapeaux et tout ce qui appartenait à Rhin et Danube. Donc nous en avons quelques-uns et nous voulons les sortir au maximum. Et puis je vais en remettre un aussi du Souvenir français cette fois, aux jeunes pompiers du Chambon-Feugerolles, avec une convention à l'appui. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que nous avons aussi des comités qui n'ont plus d'adhérents, et puis d'autres qui se créent. Voilà. Donc moi, j'ai été obligée de dissoudre celui du Chambon-Feugerolles, où il n'y avait plus personne depuis X et X années. Il faut dire qu'il était très coincé entre Firminy, Saint-Étienne, Roche-la-Molière. Voilà. Au départ, les comités, c'était des cantons. Mais ça ne veut plus rien dire. Ah oui, ça ne veut plus dire grand-chose. Voilà. En même temps, ce sont des grands cantons. Donc, bah oui, parce que par exemple, celui de la Grand-Croix, on pourrait même changer son nom, parce que le comité de la Grand-Croix, c'est 24 communes. Celui de Saint-Étienne, c'est plusieurs communes. C'est Saint-Étienne, c'est avec Saint-Victor. Voilà, c'est ça. Et il y a des zones, par contre, qui sont complètement blanches. Alors, on vient d'en ouvrir un, Loire-Forêt Sud, avec au centre Saint-Marcelin-en-Forêt, qui a au minimum 7 communes, dont Saint-Just-Saint-Rambert, Sur-Île-Comtal, Saint-Cyprien, des communes qui sont plutôt en progression démographique. Voilà. Et puis j'ai bon espoir d'en ouvrir un. J'ai déjà commencé. Je pense avoir trouvé même le président autour de Feur, qui serait le comité Forêt-Est. Parce que là aussi, c'est la zone blanche. Bien sûr. Après, il n'y avait rien jusqu'à Rouen. Donc, et on va relancer, j'ose espérer, celui de Bouin. Et je pense que je vais avoir un délégué adjoint qui n'aura pour mission que de prendre son bâton de pèlerin et de faire commune après commune tout autour de Bouin-sur-Lignon pour relancer là-bas. Alors on vient de voir beaucoup de missions, beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Et j'ai envie de quand même vous poser la question, quel budget pour faire sortir des collégiens ou des lycéens, investir dans des Il faut savoir que monuments, le comité, l'organisation, des gerbes de fleurs. L'organisation du Souvenir français, c'est une organisation pyramidale. Il y a le siège, Paris, qui a tout. C'est lui qui a l'entité financière, etc. Nous avons remonté nos comptes chaque année à Paris. Ensuite, en dessous, il y a les délégués généraux, donc les départements et les pays étrangers, puisque partout il y a des soldats qui sont morts pour la France. Il y a le Souvenir français, mais parfois aussi ailleurs. Par exemple, les Émirats arabes unis, il n'y a pas eu de combat, mais il y a une délégation du Souvenir français parce qu'il y a beaucoup de lycéens qui ne reviennent pas en France. Et il faut bien qu'ils aient droit, eux aussi, à ce qu'on leur rappelle notre histoire. Et après, en dessous, il y a les comités avec des présidents, un bureau normal. Alors, un petit peu au terme. Donc, les finances, les subventions, les dons, les cotisations, même si elles ne sont pas très chères. Et puis, quand on peut faire d'autres actions pour récupérer. Il y a une crise de vie associative. J'ai animé un débat à ce sujet. Vous arrivez à trouver. Alors,
C'est compliqué, les subventions cette année, c'est très compliqué. Ah oui. Alors heureusement, nous avons la région qui, elle, est très impliquée dans tout ce qui est autour de la mémoire et qui nous aide pour les drapeaux, pour la réfection des monuments, etc. Mais ça coûte très cher tout ça. Une question qu'on ne peut pas ne pas vous poser, au-delà de la crise de la vie associative, des questions budgétaires, il y a quand même peu de femmes qui sont investies dans des associations, soit d'anciens combattants, soit proches du souvenir français. Oui, c'est un monde très masculin. Oui. Je m'en suis aperçue. Mais l'avenir, c'est la femme, hein, de toute façon, il faut bien se le dire. Et donc, au niveau des délégués départementaux et généraux, il y en a de plus en plus de femmes. D'accord. Et dans les souvenirs et dans les comités aussi. Il y a des présidentes maintenant d'associations d'anciens combattants. Ah ben bien sûr. Pour des raisons bien sûr. de décès. Et puis, les associations qui ont compris l'affaire ont transformé leur statut pour s'appeler les Amis de. D'accord. Par exemple, on a les Amis du 38e. Voilà. 38e régiment, et voilà. Et là, maintenant, à ce moment-là, les femmes ont toute leur place. Et puis, il faut dire aussi, il ne faut pas oublier que quand on parle d'anciens combattants, il faut parler aussi des veuves de guerre. Oui. Et ma grand-mère était veuve de guerre, donc voilà, il ne faut pas les oublier. Et elles ont leur place, là aussi, dans la mémoire. Eh bien, Anne, pour terminer, pour ceux qui sont intéressés, il y a un site internet, il y a une revue nationale. Oui, il y a une newsletter, tous les mois, qui est extraordinaire, très bien écrite. Il suffit d'aller s'inscrire sur le site, elle est gratuite naturellement. Vous tapez Souvenirs français, la première chose qui arrive, vous ouvrez et puis vous allez tout trouver dessus. Voilà. Les délégations par département, mais la newsletter, le mot du président, extraordinaire tout ce qu'il y a dessus. Et on va terminer en rappelant le prochain rendez-vous très proche là. Alors il y a un grand rendez-vous. Donc, mis à part toutes les commémorations, nous avons notre congrès départemental le 12 octobre qui se tiendra à la fois sur Saint-Marcelin-en-Forêt et sur Suril-Comtal. Très bien. Deux mairies très impliquées. Merci beaucoup Anne-Françoise Vialon. Merci beaucoup.